Bonsoir et dans un instant, c'est Soir 3 Week-end. Nous reviendrons évidemment sur le concours de l'Eurovision que vous venez de suivre en direct sur France 3. Conchita Wurst a remporté cette édition 2014. Une compétition qui n'est pas dénuée parfois d'arrière-pensée géopolitique. On y reviendra. Et puis souvenez-vous, il y a 40 ans, c'est le groupe ABBA qui triomphait. Là aussi, on y reviendra. Bonsoir et bienvenue dans Soir 3 Week-end. Le vainqueur du grand concours de la chanson est Conchita Wurst, née Tom Neuwirth à l'état civil, avec Rise Like a Phoenix, la révélation de cette Eurovision, un véritable personnage, une soirée que vous avez pu suivre en direct sur France 3 et sur laquelle nous allons revenir. L'Eurovision reste un spectacle inégalé qui réserve toujours des surprises. La France est représentée par les Twin Twins qui terminent à la dernière place avec seulement 2 points. L'Ukraine avait ouvert la compétition. Ce n'est pas tout à fait un hasard parce que derrière les chansons, il y a aussi les enjeux culturels et politiques. C'est ce que nous verrons. Bonsoir Jean-Marie Potier, vous êtes le biographe officiel du groupe ABBA, devenu une légende de l'Eurovision après son triomphe, il y a 40 ans tout juste. Vous nous livrerez votre sentiment sur cette édition 2014 et puis on reviendra avec vous aussi sur l'importance de ce concours. Francis Letellier. C'est encore une fois raté pour la France cette année. Le groupe Twin Twin qui nous représentait à l'Eurovision termine bon dernier. La révélation de cette édition 2014, c'est Conchita Wurst, la candidate de l'Autriche. Sa chanson, mais aussi sa personnalité lui ont permis de faire la différence. Claudine Gilbert revient sur les moments forts de cette soirée. Va venir récupérer son trophée et venir sur scène. Je voudrais vraiment... Les larmes de Conchita Wurst, elle était la favorite. Elle remporte cette 59e édition du concours de l'Eurovision. Ce soir à Copenhague, le travesti autrichien a donné une interprétation brillante et très applaudie de sa chanson Rise Like a Phoenix, Je renais tel le phénix. Les 37 pays votants ont aussi apprécié la country de ce duo hollandais de Common Linnets, plus atypique. Très remarquées les chanteuses polonaises et leur audacieuse lavandière. Ou encore le charpentier norvégien. Les Français, en revanche, se sont époumonés en vain, une fois encore. 2 petits points seulement pour Twin Twin, bon dernier du classement. Alors il faut savoir que l'organisation de l'Eurovision est un vrai pari pour le pays qui accueille le concours. C'était le Danemark cette année qui a déboursé 25,5 millions d'euros pour cette soirée. La France, elle, a déboursé 500 000 euros pour pouvoir participer avec le groupe Twin Twin, qui a terminé dernier, on le rappelle. Il est difficile d'évaluer les retombées, évidemment, commerciales, mais ce spectacle est suivi en moyenne par 170 millions de téléspectateurs. Jean-Marie Potier, vous connaissez bien le concours de l'Eurovision, vous êtes intéressé aussi au groupe ABBA, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Conchita Wurst, c'est donc la gagnante de cette année. Elle va marquer l'histoire de l'Eurovision ? Oui, je crois, parce que au même titre que Dana International, on l'a vu il y a pas mal d'années. C'était Israël à l'époque. C'était Israël. Là, c'est l'Autriche. Là, c'est l'Autriche, et c'est une très belle victoire de la tolérance, de l'ouverture d'esprit, de la différence. Mais de là, est-ce que ça va ouvrir les esprits ? On le verra. Vous diriez que c'est pas étonnant que ça arrive à l'Eurovision, finalement ? Non, c'est pas étonnant, parce que c'est vrai que les gens essayent de se distinguer. Maintenant, le look, l'apparence, la mise en scène ont pris le pas sur les chansons. Au départ, c'était quand même un concours Eurovision de la chanson. Mais maintenant, c'est vrai que la mise en scène est... Voilà. Et l'Autriche a essayé de se démarquer. L'Eurovision, ça sert quand même toujours de tremplin aux artistes ou c'est seulement un coup pour une soirée ? Moi, j'ai l'impression que c'est un coup d'une soirée beaucoup plus que dans le passé. Dans le passé, c'était vraiment un tremplin de lancement pour beaucoup d'artistes. Pour ABBA, ça l'a été en tout cas. On va y revenir un peu plus tard. L'Eurovision, en tout cas, est aussi une compétition entre pays. On s'amuse à regarder les votes des uns et des autres. Des votes qui révèlent souvent les affinités. Par exemple, les pays d'Europe du Nord ont tendance à voter entre eux. Même chose pour ceux du Sud. L'Eurovision est aussi une façon de découvrir l'histoire de l'Europe et les enjeux géopolitiques, comme nous l'explique Mathieu Méranville avec Loïc Lemoigne. Derrière la fête de la chanson, les feux d'artifice, les flonflons, il y a des pays et surtout des drapeaux. Aucune allusion pourtant au conflit qui secoue l'Est de l'Europe.
Mais les organisateurs ont tout de même choisi de débuter le concours avec la candidate de l'Ukraine. Après l'Ukraine, tous les regards étaient tournés vers la Russie. Les jumelles Tolmachevi ont beau proclamer de ne pas faire de politique, elles avaient été sifflées en demi-finale. Avec des paroles, vivre sur la brèche, plus près du délit, franchir la limite, un pas à la fois, certains ont vu une ressemblance avec la politique étrangère russe. Pourtant, leur prestation s'est déroulée sans encombre. Et paradoxe, Russes et Ukrainiens ont fini au coude à coude. Jusqu'à maintenant, l'Ukraine votait pour la Russie, selon la logique des blocs culturels. On ne vote pas pour la qualité de la chanson, en tout cas. On vote pour celui qui nous ressemble le plus, celui avec qui on partage des affinités. Le plus bel exemple, c'est le bloc balte, qui se donne mutuellement de nombreux points chaque année. Quant à la France, elle ne profite pas de ses affinités culturelles et plutôt que de se baser sur la qualité de la prestation, certains préféreraient y voir les raisons d'un nouvel échec. Jean-Marie Potier, c'est pas parce que la France termine dernière qu'elle est haïe du monde entier. On Non, peut pas dire ça. du tout. Mais justement, les gens en ont un petit peu assez maintenant de tous ces blocs qui votent, ces blocs de pays qui votent les uns pour les autres. Vous avez les anciennes républiques soviétiques, les anciennes républiques yougoslaves, les pays scandinaves. Et c'est vrai qu'il est difficile de faire face à ces blocs comme ça qui Mais en sont même très temps, soudés. ces pesanteurs, si on veut dire culturelles, existent toujours. Oui, absolument, bien sûr. Culturelles oui. ou politiques d'ailleurs. Oui, plutôt. Tout ça dépasse vraiment le spectre culturel, ouais. Il y a 40 ans tout juste, vous le disiez, c'était ABBA et sa chanson Waterloo qui avait remporté l'Eurovision. 40 ans, vraiment exactement là. Oui. Le concours avait lieu cette année-là à Brighton au Royaume-Uni, le début d'un succès mondial pour la chanson et pour le groupe qui a vendu près de 400 millions de disques dans le monde depuis. On a replongé dans les archives. ABBA, toute une histoire, les coulisses du succès, c'est votre livre qui vient de sortir. Vous rappelez donc dans ce livre que tout a commencé il y a 40 ans, je le disais. ABBA triomphait à l'Eurovision. C'est l'un des rares groupes à avoir fait carrière après ce concours. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était le premier groupe dans l'histoire de l'Eurovision qui remportait la victoire, le concours. Et pour eux, c'était, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment un tremplin. Parce que quand on était un artiste scandinave, c'était le seul moyen de se faire connaître en dehors de Sauf que de son depuis, pays. ils ont fait des petits parce que l'école scandinave, elle existe toujours dans l'Eurovision. Il y a quelque chose comme ça. Bien sûr. Ils ont ouvert les portes. On l'a vu dans les années 80. On a eu les groupes Roxette, Ace of Base, après plus tard dans les années 90. Donc, ils ont ouvert la porte à un tas d'artistes et surtout les esprits parce qu'ils envoyaient des maquettes dans les maisons de disques en Angleterre, un peu partout en Europe et ça partait à la poubelle. Pourquoi 40 ans après, ABBA, ça marche toujours autant ? Parce que ça tient aux chansons, les chansons qui sont indémodables, qui étaient extrêmement bien faites et surtout ABBA ne suivait pas les modes. À un moment, ils ont fait un petit peu de disco, mais à part ça, ils faisaient les chansons qu'ils aimaient, qu'ils avaient envie de faire et c'était des artisans. On les a souvent traités pas traités, mais on leur a collé l'étiquette de machine à tube. Mais ils n'appuyaient pas sur un bouton et ça venait pas comme ça. C'est vrai, mais un peu quand même, non ? Parce qu'ils ont fait des tubes, donc on peut se demander pourquoi. Ils ont fait des tubes, mais ils savaient très bien les faire. Vous savez, ils composaient dans une petite cabane au bord de la Baltique. Il y avait un piano, quelquefois désaccordé, et une guitare, c'est tout. Alors justement, c'est intéressant parce que dans votre livre, vous soulignez le fait que ABBA, c'est à la fois un parcours artistique, mais aussi une histoire de famille, avec des hauts et des bas quand même, parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire d'ABBA. Oui, tout à fait. Moi, ce que je voulais raconter aussi dans ce livre, bien sûr, c'est la carrière, mais surtout cette aventure humaine. C'est l'histoire d'une amitié entre les deux garçons, Björn et Benny, et ensuite 2 histoires d'amour, ces 2 couples. Rien n'était fabriqué. Ils sont arrivés comme ça, ils ont fait la musique qu'ils aimaient. Et il y a eu des hauts, il y a eu des bas, parce qu'ils ont été très critiqués dans leur pays après leur victoire. Déjà, les Suédois n'aimaient pas qu'ils chantent en anglais. Ça a changé depuis. Ça a changé. Pour terminer, 40 ans après, ABBA, il en reste quoi 40 ans après leur victoire à l'Eurovision. Aujourd'hui, ils sont tous chacun dans leur coin.
Oui, mais ils sont très très amis. Hein. Ils ne veulent plus vraiment poser ensemble sur les photos parce qu'ils ils disent c'est quelque chose du passé. Donc ils ne veulent pas recréer cette image, surtout qu'ils ont pris pas mal d'années. Mais voilà, quoi. Ils ne sont pas du tout fâchés. C'est une époque, mais ils sont toujours dans notre époque. Merci Voilà. Jean-Marie Potier d'être venu Merci sur le à plateau vous. de Soir 3 Week-end ce soir. Les référendums locaux organisés ce dimanche dans plusieurs villes de l'Est de l'Ukraine vont être suivis de près parce qu'ils pourraient représenter une nouvelle étape dans le démantèlement du pays. Après la Crimée placée sous contrôle de la Russie depuis 2 mois, après un référendum là aussi, Donetsk et Lugansk pourraient également basculer dans le camp russe. Les habitants en tout cas semblent y être prêts, d'après ce qu'ils disent dans les rues. Les enjeux avec Jeanne Assouli.